Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. La documentation qu'on a là propose une approche profondément systémique. L'idée, c'est de sortir complètement de la logique de la bonne volonté isolée. Du bricolage de dernière minute, quoi. Exactement, pour entrer dans une vraie démarche de management. Et pour bien comprendre cette mécanique, notre analyse va se concentrer sur une révolution conceptuelle bien précise. On va plonger dans le module 6 de la semaine 1 de ce programme Handiref. Un module clé. Oui, un module qui décrypte les grandes lois fondatrices du handicap en milieu professionnel. Et qu'on se rassure tout de suite, il ne s'agit pas du tout de réciter des dates historiques avec ennui ou de faire un cours de droit rébarbatif. Non, pas du tout. L'objectif de ce module et de notre discussion d'ailleurs, c'est de comprendre la logique implacable derrière ces textes. Bon, décortiquons ça. Je t'écoute. Le point de départ, c'est de réaliser que le droit du handicap, ce n'est absolument pas une contrainte administrative arbitraire ou une punition pour complexifier la vie des entreprises. C'est en fait une réponse directe à des inégalités structurelles profondes. Un mode d'emploi juridique pour garantir l'équité. C'est exactement l'esprit des textes. Et c'est ce que ce module 6 met en lumière. On observe une chronologie qui marque un changement de paradigme vraiment fascinant. Par exemple, avec la loi de 1987. Voilà, 1987. C'est un jalon car c'est elle qui instaure l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la fameuse OET, à 6%. Mais à l'époque, la philosophie reposait sur une logique de quotas. On comptait des gens. C'est ça, l'objectif était purement quantitatif. Les RH comptabilisaient des individus pour atteindre un chiffre, un peu comme on remplit des cases dans un tableau Excel pour éviter une sanction financière. Une approche très comptable de l'humain, en somme. Nécessaire pour démarrer, mais qui se concentrait sur le symptôme, pas sur la cause. Mais ensuite, le programme souligne un tournant majeur, l'année 2005. Et là, c'est la véritable révolution. D'ailleurs, la formation Handiref intègre des petits tests de connaissances super pertinents, qu'ils appellent les défis éclairs. Oui, très ludique. Et il y a un point de bascule mis en lumière par l'un de ces tests, le défi éclair numéro 34. Il aborde la révolution majeure de la loi de 2005 pour un employeur. Si on analyse bien ce test, ça veut dire qu'avant 2005, la difficulté était presque exclusivement le problème de l'employé. Ah oui, complètement. L'analyse de ce défi souligne un basculement total. La loi de 2005 définit enfin le handicap, non plus par rapport à une déficience médicale isolée. Mais par rapport à l'environnement. Exactement, par rapport à l'environnement de travail. Et elle impose la notion d'aménagement raisonnable. Le changement de logiciel est immense. On ne demande plus à la personne de guérir ou de faire des efforts surhumains. On demande au monde du travail de supprimer les obstacles. Donc c'est l'environnement qui doit devenir accessible. Prenons une personne malvoyante face à un logiciel interne inadapté. Avant, c'était à elle de trouver une solution de contournement, épuisant. Depuis 2005, c'est au service informatique de rendre l'outil accessible. C'est un renversement total de la charge de l'adaptation. Total. Et cette évolution structurelle, elle continue avec la loi de 2018, qui marque, selon Handiref, la phase de professionnalisation. On retrouve ça dans un autre test, le défi éclair numéro 37. Qui pose la question du nouvel acteur obligatoire. C'est ça, lequel des acteurs voit son poste officiellement reconnu par cette loi de 2018? 50 salariés. Ce qu'il faut retenir de ce module 6, c'est que ce poste n'est pas un détail administratif. Ce n'est pas juste une ligne sur l'organigramme. Absolument pas. C'est la confirmation que la gestion du handicap devient une vraie compétence métier. Il faut un pilotage, une expertise dédiée, quelqu'un pour orchestrer cette adaptation de l'environnement. On sort de l'amateurisme bienveillant. Et on voit bien comment l'étau se resserre positivement autour de l'employeur. Mais cette évolution nationale, elle ne sort pas de nulle part. Non, bien sûr. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, il est crucial d'évoquer la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, la fameuse CIDPH. Abordée aussi dans les sources. Oui. Ce texte donne une légitimité éthique inébranlable. L'inclusion professionnelle n'est pas une règle fiscale, ce n'est pas de la charité, c'est un droit humain fondamental. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, Comment ces grands principes de 2005, de 2018 se traduisent au quotidien dans les couloirs d'une entreprise? ça nous amène à une distinction philosophique majeure de cette semaine 1. La différence entre l'intégration et l'inclusion. Deux mots souvent confondus? À tort. Oui, à tort. Dans une logique d'intégration, l'organisation accueille la personne, d'accord, mais elle lui demande de s'adapter à un moule standard préexistant.
Les horaires, les logiciels, les bureaux, rien ne change. Donc tout l'effort repose sur la personne. Tout l'effort. Ce qui génère une fatigue immense, un épuisement invisible et souvent une rupture du parcours professionnel. Alors que l'inclusion, elle, demande à l'entreprise d'adapter la forme de la case. Et c'est illustré par le défi éclair numéro 9. La question est pragmatique. Selon l'approche inclusive, sur quoi l'entreprise doit-elle agir en priorité pour réduire les situations de handicap? Et la réponse de la méthode Andiref est limpide. L'entreprise doit agir sur les obstacles environnementaux et sur l'organisation du travail. On ne corrige pas la personne, on corrige le système. Voilà. Ce qui est fascinant ici, c'est l'abandon de l'idée du handicap comme une identité figée, purement médicale. Le programme insiste, le handicap est une situation de travail, une friction entre une limitation et un environnement inadapté. Un exemple concret? Imaginons une personne neuroatypique, très sensible au bruit, dans un grand open space. La situation de handicap naît du fait qu'on exige d'elle de se concentrer dans le bruit. Si on change l'environnement, avec un casque à réduction de bruit ou du télétravail, la situation de handicap s'atténue, voire disparaît. C'est incroyablement libérateur pour les managers. Ils n'ont pas besoin de devenir des médecins. Ils n'ont même pas à connaître les pathologies. Secret médical oblige. Exactement. Ils doivent juste rester des experts de l'organisation du travail. S'il y a un point de friction, on ajuste l'organisation. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la méthode Andiref ne s'arrête pas à la théorie. Les semaines 2 et 3 proposent une structuration implacable pour diagnostiquer et mobiliser tout l'écosystème. Car on ne se lance pas à l'aveugle. Non. La semaine 2 est consacrée au diagnostic. L'erreur classique serait de lister plein d'actions au hasard ou de chercher des données médicales. La méthode recommande de viser une V1E, une version 1 exploitable. Un terme très gestion de projet. Comment on visualise ça côté RH? L'idée, c'est d'éviter la paralysie de l'analyse. Pas d'audit de 6 mois. On analyse le travail réel de manière pragmatique. Par exemple, un simple questionnaire anonyme sur l'ergonomie et le bruit, couplé à l'analyse de l'absentéisme. D'accord. Et ensuite, on utilise une matrice impact-effort pour trouver les quick wins, les victoires rapides. Les fameux quick wins. Oui, des actions qui demandent peu d'efforts, mais ont un fort impact. Comme activer les sous-titres standards en visioconférence. Ça ne coûte rien, mais c'est radical pour une personne malentendante ou même quelqu'un dans un environnement bruyant. Super clair. Et après ce diagnostic, la semaine 3 nous rappelle que l'inclusion, c'est un sport d'équipe. Le défi éclair, numéro 50, pointe un risque majeur si les rôles sont flous. Le fameux syndrome du témoin. C'est quoi exactement dans ce contexte? Eh bien, imaginons qu'un collaborateur ait besoin d'un fauteuil ergonomique. Les RH pensent que c'est au manager de gérer le budget. Le manager pense que c'est la médecine du travail. Les achats attendent une validation. Personne n'agit. Voilà. Personne n'ose dépasser ses prérogatives, on attend que l'autre fasse le premier pas. 6 mois passent et le collaborateur souffre toujours. Juste à cause d'un système grippé? C'est pour ça que Andiref définit chaque maillon. Le dirigeant donne l'impulsion et le budget, les RH structurent les process, le manager est la vigie du quotidien et le référent handicap est le chef d'orchestre. Sans oublier les partenaires externes. Cap Emploi, la GFIP, la médecine du travail. Oui, ce sont des ressources inestimables. Mais la formation insiste lourdement. Ces acteurs apportent l'expertise, mais ne prennent jamais la décision finale à la place de l'employeur. L'entreprise reste souveraine. C'est ça. On s'appuie sur des experts, mais on ne se déresponsabilise pas. Bon, une fois l'écosystème en place, semaine 2 et 3, on passe à l'action. Semaine 4, 5 et 6 du programme, comment on déploie et on pilote pour éviter que l'engouement ne retombe? La semaine 4 propose 5 piliers. Le recrutement, le maintien dans l'emploi, l'accessibilité, la culture d'entreprise et la gouvernance. 5 chantiers énormes. Trop énormes pour être menés de front. Le mot d'ordre, c'est la priorisation. Choisir, c'est renoncer temporairement à certaines choses pour avoir un vrai impact. Et pour l'impact, on arrive à la semaine 5, le déploiement. Et là, attention au piège de l'illusion de l'événementiel pointé par le défi éclair 5.1. Ah, ce fameux piège. Ce test demande quelle phrase décrit le mieux le déploiement. La réponse, ce n'est pas un post LinkedIn pendant la semaine du handicap. Non. Le vrai déploiement, c'est l'intégration du handicap dans les routines RH courantes. Pensez accessibilité d'office lors de l'achat d'un outil. Et pour éviter d'épuiser les équipes, Andiref recommande le plan 90 jours. Une feuille de route courte ramassée sur 3 mois, ultra opérationnelle. Absolument. Mais cela soulève une question importante abordée en semaine 6.
comment vérifier qu'on va dans la bonne direction? Comment mesurer le succès? Le pilotage de la performance. Souvent, les entreprises ne regardent que l'OETH, les 6%. Or, la méthode rappelle que l'OETH n'est qu'un thermomètre. Ça indique la fièvre, mais ça ne dit pas comment soigner le patient. Exactement. C'est résumé par le défi éclair 6.4. L'ET est un indicateur parmi d'autres. La vraie politique pilote les causes, des indicateurs d'activité, de résultats de qualité, avec une boucle d'amélioration continue, le fameux PDCA. Planifier, faire, vérifier, agir. On teste un aménagement, on mesure avec le collaborateur, on ajuste, on évalue pour s'améliorer, pas pour sanctionner. Et on passe d'une contrainte médicale subie à un levier de performance, tout ça ancré dans ces lois de 2005 et 2018 du module 6. C'est brillant quand on y réfléchit. En sécurisant le parcours d'une personne, en améliorant l'ergonomie, on améliore la qualité de vie au travail pour tous les collaborateurs. Un aménagement raisonnable profite presque toujours au collectif. Ce n'est pas une politique de la marge, c'est le cœur de l'organisation. On réduit le turnover, on prévient l'usure professionnelle. Ce qui m'amène à une pensée un peu provocatrice pour clore notre analyse aujourd'hui. Allons-y. Si le handicap au travail n'est finalement que le résultat d'un environnement mal adapté, Oui? combien de barrières invisibles, de processus rigides ou d'outils mal pensés sont en ce moment même en train d'épuiser les meilleurs talents d'une organisation sans que personne ne s'en rende compte? C'est une réflexion très puissante. Elle invite vraiment à regarder chaque processus et chaque outil avec un œil nouveau, centré sur le terrain. Une question essentielle à garder en tête. Voilà, notre analyse touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette plongée exigeante au cœur des dynamiques d'inclusion et à très vite pour de nouvelles découvertes.